C'est l'heure du sonneur. Et comme toujours, je suis très heureuse de recevoir mes deux chroniqueurs, Alexandre Langlois, Régis et Castelnau. Bonjour à tous les deux. Bonjour Bonjour Clémence. Clémence. On n'est plus les préférés du coup? Bah si, vous êtes les chouchous de T'as la pas dit? journée Ah, avec les autres. Oui, je fais attention parce que maintenant, comme tout le monde écoute, il faut pas que je... Voilà, bon après, on a des Faut petits vexer soucis. personne. Oui, c'est ça. Alors, Alexandre Langlois, votre livre, Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie, aux éditions Talma. Régis, votre livre, c'est Une justice poétique aux éditions L'Artilleur. Et votre blog, Vue du droit. On a beaucoup de sujets aujourd'hui. On va commencer par celui de cette lettre interne d'Hubert Bonneau, le directeur général de la gendarmerie, qui a adressé donc une lettre à l'ensemble des gendarmes le 19 janvier dernier. C'est une lettre qui a été dévoilée par Le Monde. Et dans ce courrier, il met en garde contre la possibilité d'un conflit armé alors que notre pays est dans un point de bascule, je cite ces phrases, selon ce patron des gendarmes. Il estime que depuis l'invasion russe en Ukraine, la possibilité d'un conflit armé et d'une agression du sanctuaire national doit être sérieusement envisagée. Il souligne aussi les possibles conséquences de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump à la Maison-Blanche sur l'OTAN et donc, in fine, sur la France. Il dit également « Je veux insister sur notre lien avec les armées et sur l'enjeu structurant de la défense opérationnelle du territoire. Aussi, le contrat opérationnel des armées est-il plus que jamais tourné vers l'hypothèse d'un engagement majeur. En tant que force militaire, nous avons le devoir de nous y préparer pour tenir notre place. » Voilà, donc un message d'alerte. Alors certes, c'est censé être resté en interne, mais ça reste un message d'alerte sur un conflit sur notre sol. Et là-dessus, j'aimerais bien vous entendre, Alexandre Langlois, pour commencer. Déjà, pour commencer, c'est un peu lunaire ce qu'il raconte, parce que la France, en fait, sa première défense, c'est la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire que pour que des gens viennent sur notre territoire, c'est-à-dire qu'on a imaginé que nos sous-marins nucléaires et toutes les bombes nucléaires qu'on a qui doivent servir de dissuasion ne l'auront pas fait et qu'on ne les aura pas tirées. Donc, c'est quand même déjà assez, je veux dire, je vois pas comment ça peut être possible. La deuxième chose, surtout qu'on a en plus racheté une dernière classe de sous-marins qui permet de faire le tour du monde. Enfin, on reste sur ces sujets-là en pointe encore avec l'Angleterre. La deuxième chose derrière, c'est que par contre, ce qui rappelle très fortement, et c'est ça qui m'inquiète, que la gendarmerie, c'est des militaires, c'est l'armée, ce qui est vrai. Mais ils ont 95% de missions civiles, ce qui avait été rappelé par la Cour européenne quand ils avaient voulu interdire le droit d'expression de certains gendarmes, en disant bah, les missions sont civiles, donc ils ont le droit de s'exprimer dans ce cadre-là. Pour les missions militaires, non, parce que c'est des militaires. Bon, par contre, la vraie chose derrière, c'est préparer les gens à avoir de plus en plus de militaires sur le territoire national. On a déjà eu l'opération Sentinelle, on a déjà eu toutes ces opérations, on fait patrouiller, on habitue progressivement Oui, les ça. gens en disant les militaires vont être sur le territoire. Quels sont les types de régimes qui se servent des militaires pour assurer la cohésion Sécurité nationale, sociale? oui. Voilà, et ben, c'est les dictatures, évidemment. Donc à partir de là, ça me fait peur, en fait. Voilà, il dit derrière, il faut qu'on soit prêt à tenir notre place, notre engagement. Si jamais c'est la gendarmerie qui doit nous sauver d'une invasion, ils doivent participer si on envahit, effectivement, mais c'est pas eux qui doivent être normalement mis en contribution en premier. C'est-à-dire qu'il y aura eu des chèques de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine, de la dissuasion Mmh. nucléaire. Donc, ce qui veut dire que derrière, voilà, on est en train de martialiser le régime. Et ça, c'est inquiétant. Et puis, une petite anecdote, quand il dit qu'il faut qu'on tienne notre place, je rappelle que lui, sa place, de toute façon, sera dans un bureau bien au chaud et que ce sera d'autres qui vont se faire tuer pour lui. Donc, voilà, c'est tous ces petits rappels de gens bien au chaud dans des bureaux qui veulent jouer à la guerre, qui veulent préparer la guerre. Et petit aussi rappel également, c'est que c'était un moment des Gilets jaunes, je ne sais plus quel acte, mais à un moment, le gouverneur de Paris, donc militaire également, avait dit les opérations Sentinelle et les militaires qui gardent les bâtiments tireront sur la foule si jamais les bâtiments sont menacés. Donc, je rappelle aussi toujours ces petits engrenages. Et à ce moment-là, Macron n'avait pas démenti, il avait laissé faire. Donc, il y a aussi toutes ces petites musiques qui disent attention, les militaires n'ont pas les mêmes types d'engagement, les militaires pourront tirer. Et je laisserai Régis rebondir parce que, par exemple, Régis, dans notre préparation, a envoyé un petit article où un médecin est venu se faire chercher chez lui parce qu'il ne faisait pas assez de garde. Donc, du coup, ça montre aussi que derrière, on envoie des forces armées, contraintes des citoyens qui sont déjà un médecin qui est là normalement pour le bien commun, qui fait le maximum, qui sont sous-effectifs parce que bah, on connaît toute la case de l'hôpital public, le numéro clausus qui a changé de nom, mais qui n'a pas changé au final. Et donc, en fait, c'est ce côté, on va vous contrôler, on va vous fouetter, et on est en train de préparer l'armée parce que des fois que les forces civiles ne soient pas assez dociles. Ouais. Et puis, comme vous le rappelez, avec Sentinelle, c'est toujours des effets cliquets. C'est-à-dire qu'on a toujours plus d'états d'urgence, d'états d'alerte, plus de militaires engagés pour notre sécurité contre un ennemi pas forcément très précis. Et ça ne redescend jamais, en fait, ces alertes. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on augmente toujours plus le nombre de gendarmes mobilisés pour une sécurité contre un ennemi parfois pas toujours très clair. Non, on est bien d'accord. On est en guerre depuis très longtemps. À chaque fois, il y a des nouvelles guerres dans la tête d'Emmanuel Macron. Voilà. Mais après, pour le reste,
je reste convaincu qu'on reste une puissance nucléaire et que la dissuasion qu'on puisse apporter, des fois pas forcément aider à l'extérieur, mais sur notre territoire, je pense qu'il est quand même sanctuarisé. Oui. Alors, Régis de Castelnau, la même question. Alors, Ouais. écoutez, il y a plusieurs problèmes posés par cette déclaration. Le premier qui vient d'être soulevé par Alexandre, c'est qu'effectivement, c'est une façon de nous habituer à la présence militaire de la gendarmerie et de l'armée. Moi, je sais que la gendarmerie était une institution très populaire en France et que cette popularité a profondément baissé parce que elle a passé son temps depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir à faire du zèle. Moi, je me rappelle comment le premier confinement a été couvert par les gendarmes qui allaient dans les forêts, Oui. sur les plages, chasser les gens. On a eu le record du monde des amendes pour atteinte au confinement. Ils ont trouvé tout à fait normal, la haute hiérarchie de la gendarmerie, tout à fait normal, d'acheter, enfin, c'est pas eux qui l'ont fait, mais que l'État achète à leur profit tout un tas de blindés, d'armes, etc., non pas pour faire la guerre aux vilains ennemis, mais pour faire la guerre au peuple, c'est-à-dire des armes de maintien de l'ordre. Donc, oui, il y a cette idée de nous habituer à cette présence et au rôle qui est assigné à la gendarmerie. C'est le maintien de l'ordre, c'est une chose. Moi, j'aimerais bien que dans les campagnes, dans la France périphérique, les gendarmeries soient très zélées pour chasser les voleurs, les cambrioleurs, tous les auteurs de ces infractions qui pourrissent la vie des gens. Non, là, c'est plus difficile. Je parle de ce que je connais et de ce que je pratique dans mon environnement à la campagne. Bon, donc il y a un côté terriblement déplaisant à cette intervention. Deuxièmement, on va avoir la guerre, mais contre qui? Bah, c'est ça. Contre qui on va avoir la guerre là? C'est quoi l'histoire? Mais en fait, je sais C'est pas, quoi? on dirait un peu Buzzati, le désert des Tartares. Vous voyez, on a une espèce d'ennemi imaginaire dans le flou, on sait pas trop qui va arriver, mais il faut s'y préparer. Et contre qui? Eh ben, on sait bien contre qui. Enfin, on savait bien, jusqu'à il y a 48 heures, hein, que l'ennemi, c'était les Russes, qui nous ont rien demandé, qui n'ont aucune envie, faut être tout à fait clair, le monde entier le sait, qui n'ont aucune envie de nous envahir. Si on va leur chercher des poux dans la tête, effectivement, ils réagissent. Ils sont pas commodes, les Russes. Hein, ils n'aiment pas qu'on vienne essayer de leur refaire Barbarossa. Donc ça, c'est pas la peine d'y aller. Mais on n'a aucun intérêt dans ce conflit, dans cette guerre. On n'a pas fait notre devoir d'application des accords de Minsk. Merci, Monsieur François Hollande. Donc tout ça est tout à fait ridicule. Alors, bien évidemment, il peut y avoir des ripostes si on continue à alimenter les provocations de l'Ukraine, comme l'invasion de Koursk. Les Ukrainiens, ils font la guerre avec la Russie. Eux, ils ont des responsabilités et c'est normal. Mais nous, on n'a pas à s'impliquer. Donc venir dire que on peut être confronté à l'invasion du territoire, parce que c'est ce qu'il dit en substance. Oui, c'est ça. Après, je veux dire. Mais il ne nomme pas directement la Russie. Il dit depuis l'invasion russe en Ukraine, la possibilité d'un conflit armé. Mais on reste dans ce flou artistique qui est encore plus dangereux. Oui. Il parle aussi de l'arrivée de Donald Trump. C'est magnifique. Oui, oui. Alors, Donald Trump, vous voulez, tout le système français, ce sont des valets sans maître. Ils ont été aplatis vis-à-vis des États-Unis, serviles. Les États-Unis nous méprisent de cette servilité, comme l'a très bien souligné Emmanuel Todd. Et donc là, aujourd'hui, on a perdu le patron. Alors on est affolé parce qu'on comprend pas celui qui est arrivé là, avant de s'aligner, hein, vous inquiétez pas, on va se remettre en rang. Enfin, je parle de ce bloc élitaire, mais depuis 48 heures, Madame Loiseau a donné ses ordres et le ministre des Affaires étrangères français a dit oui, nous allons envoyer des troupes sur le territoire du Groenland. C'est intelligent, hein, bravo, c'est intelligent, on va faire la guerre sur deux fronts. On l'a fait déjà à la Russie, indirectement, mais enfin on l'a fait pas mal quand même. Et maintenant, on va la faire à Trump s'il s'avise de récupérer le Groenland. Bravo. Tout ça démontre le niveau de notre bloc élitaire. Et là, je reviens sur la hiérarchie de la gendarmerie. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire se communiquer maintenant? Alors, je voulais justement qu'on y arrive. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a besoin de faire se communiquer, lui, qui est censé être une lettre en interne, je le précise. Alors, est-ce qu'il avait prévu la fuite? Est-ce que la fuite a été organisée au monde? Non, je vous pose la question. Moi, Vous êtes neutre. Oui, je suis tout à fait neutre, Régis.
C'est une opération de communication, on l'a bien compris. C'est une façon de rappeler aux citoyens, mais c'est dans le droit fil de ce que disait Alexandre. Hein, on veut leur dire, vous allez avoir une militarisation de la société parce que les méchants veulent nous envahir. Et qui sont ces patrons? C'est comme dans l'armée, ça, si vous voulez. Les dirigeants de la force militaire, des temps de paix ne sont pas ceux des temps de guerre. C'est pas les mêmes. Là, on a des petits carriéristes qui sont dans telle loge, dans tel réseau, dans tel ceci, dans tel cela. Il faut cocher des cases. Pour l'armée, hors gendarmerie, bien évidemment, ce qui compte, c'est la servilité vis-à-vis de l'OTAN. Hein, c'est d'avoir sa carte de cantine à l'OTAN et on tombe après sur des Yakovlev hein, qui disent absolument n'importe quoi. Donc, cette opération de communication est je me demande si c'est pas une commande, y compris de l'Élysée, c'est une opération de servilité au pouvoir exécutif. On dit ce que les patrons ont envie d'entendre. Voilà, on est le doigt sur la couture du pantalon. Ça, c'est la haute hiérarchie. Quand vous descendez... Et ça vient d'où alors ça vient d'où à votre avis cette commande? Moi, je pense que c'est l'Élysée. Je pense que c'est l'Élysée. Si vous voulez, ces types sont nommés par le grand patron qui est, hélas, aujourd'hui encore Emmanuel Macron. Et puis voilà, il fait ce qu'on lui demande. Hein, c'est tout un système qui est corrodé, si vous voulez, corrodé. Regardez les déclarations. Le chef d'état-major de l'armée française est quelqu'un qui est quelqu'un de capable, mais il dit que des bêtises quand on lui demande d'intervenir publiquement. Hein, et quand on a quelques échos qui viennent de l'intérieur, on sait qu'il ne dit pas ce qu'il pense à ce sujet. Alors je ne sais pas qui est ce général, qui est ce patron de la gendarmerie, mais pour ce qui me concerne, je pense qu'il ne faut pas le prendre au sérieux. Oui, Alexandre, juste vous êtes d'accord sur cette idée que ce soit une commande qui viendrait de l'Élysée, par exemple? On envoie un courrier à tous ses effectifs. Au bout d'un moment, oui, c'est forcément une commande de quelque part. Ou alors, soit il voulait bien se faire voir en se faisant mousser, soit c'est une commande, mais dans tous les cas, c'était pas pour que ça reste secret. Un secret, si on veut le garder, on le diffuse à titre restreint avec des tampons confidentiels, machin, etc. Là, c'est une lettre, bon, ben, ça va être diffusé. Et après, le fait de ne pas nommer l'ennemi me fait penser aussi à 1984, où il faut toujours un ennemi exactement. pour faire peur aux gens, maintenir les gens et tout ça. Et puis, on change l'ennemi en fonction des besoins de l'actualité. Mais il n'y a pas besoin d'un ennemi nommé, il y a besoin d'un ennemi. Oui, voilà. c'est ça. Donc, du coup, c'est l'ennemi juste avec un E. ça participe au contrôle de la population. Il faut un ennemi extérieur et il faut qu'il reste éternel. Donc, on peut le changer suivant les moments. Et il faut un ennemi intérieur qu'Emmanuel Macron a déjà bien travaillé. Exactement. Clémence, dans cette lettre, bien sûr que c'est une commande. Dans cette lettre, il parle de Trump aussi. Oui. Aujourd'hui, se faire bien voir d'Emmanuel Macron, c'est pas la garantie d'une belle carrière, hein, qui sera bientôt parti, à l'échéance peut-être en 2027, peut-être avant, d'après ce que disent certains. On verra bien. Mais non. Bien évidemment, c'est une commande. Hein. Sinon, on ne parlerait pas de ces deux ennemis. C'est une façon de se positionner face à cette nouvelle situation. Les valets sans maître sont affolés. On dirait des poulets sans tête. Alors, justement, notre coq sans tête nationale, Emmanuel Macron, lui, pendant qu'on parle d'invasion du sol par un conflit armé sur notre sol, eh bien, Emmanuel Macron, lui, s'occupe des choses importantes. Il s'est rendu mardi dernier au chevet du Louvre avec une note confidentielle, là encore, qui a alerté sur la vétusté du musée du Louvre, donc le musée le plus visité au monde. Et donc, le président de la République a fait des annonces pour une nouvelle renaissance. Vous noterez, renaissance évidemment liée à son parti, telle que, et pas que, enfin évidemment la renaissance historique, telle que le déplacement de la Joconde, donc c'est ce qui est prévu, la création d'une nouvelle entrée. Il a même parlé en détail de l'augmentation du billet d'entrée pour les étrangers hors Union européenne. En gros, Emmanuel Macron s'est senti pousser des ailes lors du chantier Notre-Dame et je pense qu'il tente de refaire la même. Mais alors qu'on est a priori avec des informations qui ont été commandées de sa part sur le fait qu'il peut y avoir un conflit armé sur notre sol, lui, il vient s'occuper des billets du Louvre. Je vous propose de l'écouter, on commente. Mais en commençant mon propos, j'ai bien conscience que beaucoup de gens pourraient se dire « Pourquoi donc le Louvre aujourd'hui en ce début d'année ?» Beaucoup de gens pourraient se dire « C'est totalement intempestif de venir parler d'un grand projet culturel alors que le monde semble partir dans tous les sens et que manifestement les discussions budgétaires se poursuivent. »
Voilà, donc lui-même se pose la question finalement, pourquoi donc le Louvre maintenant? Et après, il a posté très fier de ses annonces, un petit mème sur Twitter, où voilà, il a montré le projet Louvre Nouvelle Renaissance. Alors normalement, on avait 2 images, je ne sais pas si on a l'autre, et c'est lui qui avait montré. Alors la première image, on voyait la Joconde pas contente avant la rénovation, et voilà la Joconde contente après la rénovation. Une petite mise en scène qui n'a pas été appréciée de tous. Alors, comment vous réagissez tous les deux, Régis de Castelnau pour commencer? C'est lunaire. C'est lunaire. Je viens d'écouter là, c'est très intéressant parce que ça n'embraye plus. On voit bien. Bon, alors moi, j'ai jamais Embrayé. beaucoup écouté, jamais embrayé avec Macron, mais là, il fait du Macron. Mais ça fait 8 ans Ouais. on entend, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Il est totalement hors du champ où il se passe des choses. C'est pathétique. Moi, oh là là, je vais avoir un mot qui vous apparaît peut-être bizarre. Je trouve ça très triste. Je ne veux pas dire que j'ai de la compassion. Je n'en aurai jamais pour ce personnage, mais et puis pour le système qu'il représente, qu'il incarne et qu'il a mis en place. Mais voilà, c'est totalement hors du coup. Il fait son histoire de loup, histoire de reprendre un peu la main, mais ça n'embrayera jamais. Après avoir dialogué avec des influenceurs pour des histoires de smartphones dans les Ouais. péages d'autoroute, Oui. voilà, c'est un peu pathétique, quoi. C'est un peu pathétique. Et je sais pas, cette agonie de son système, je sais pas combien de temps elle va durer. Elle a commencé, c'est-à-dire qu'on est passé au coma quasiment dépassé après le 9 juin et la décision de dissolution. Mais maintenant, enfin, je veux dire, le macronisme commence à ressembler à un cadavre. Mais vous ne pensez pas tout de même qu'il cherche justement à se redorer la face grâce, comme il a pu l'avoir avec les JO, en se portant comme le porteur de chantier des JO, la mise en scène, Notre-Dame de Paris, Clémence, pareil. Clémence, il n'a pas eu toutes les études d'opinion ont montré qu'il n'y a pas eu d'effet Macron pour les JO. Les JO ont été une réussite compte tenu des moyens, et en particulier en termes de sécurité, qui ont été mis. Mais tout le monde a oublié les JO. Tout le monde. On voit passer de temps en temps des photos de médailles qui sont déjà complètement rouillées. Oui. Et ensuite, Notre-Dame, ça a été mais parce que Notre-Dame est à nous. C'est notre patrimoine. Macron n'est pas notre patrimoine. Et donc, bon, il a paradé, il s'est débrouillé pour faire son discours discours. dans l'enceinte. Mais il n'en est rien ressorti. Donc là, oui, il va tenter de nouveau des coups de loin en loin qui seront de plus en plus pitoyables. Non, non, je pense qu'il est politiquement complètement fini. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas encore à un moment président. Et ça, c'est un problème dramatique pour nous. C'est pas certain parce qu'on a quand même l'impression qu'il se le fait lâcher progressivement par ses alliés. Donc Oui, ça, c'est ça tout à fait sera possible. un autre enjeu. Oui. Mais alors restons sur le Louvre, Alexandre Langlois, comment vous réagissez à cette prise de parole solennelle du président pour parler des billets d'entrée du Louvre? Déjà, on progresse, comme l'a dit Régis, par rapport au téléphone au péage, hein, un sujet Ouais. un peu plus sérieux. Oui. Mais après, est-ce que c'est du ressort du président de la République? Non, je pense qu'il y a des conservateurs, il y a une ministre de la Culture même, mais je Oui. pense qu'il y a déjà le conservateur au niveau du Louvre. Et pourquoi il a dû se déplacer? Parce qu'il y a eu des alertes qui n'ont pas été, dont le gouvernement et l'État n'a pas tenu compte. Ils n'ont pas mis le budget nécessaire. Ils savaient que le Louvre était calibré pour 8 millions de visiteurs à peu près. Ils sont à 9 millions. Bon, bah, du coup, il y a des problèmes. Il faut réorganiser. Mais est-ce que c'est lui qui doit venir s'occuper de dire à combien on doit mettre la billetterie et faire la circulation dans les salles? Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire qu'il a vraiment que ça à faire de sa journée. Et l'autre chose aussi, je mets en parallèle, il vient pleurer sur l'hôpital public qui est complètement détruit. Il fait une petite opération pied jaune, il joue au football. Là, je rappelle qu'il y a un loto du patrimoine quand même, parce que l'État n'est plus capable d'assurer Ouais. l'entretien de ses bâtiments. Enfin, n'est plus capable. Ne met pas le budget pour assurer l'entretien de ses bâtiments, ce qui est plus exact. Donc, du coup, il y a ce côté double Oui. discours. D'un côté, oh là là, je viens au chevet du Louvre, voilà, mais qui est responsable de l'état du Louvre parce que le budget n'a pas été mis, le conservateur n'a pas été écouté, il n'a pas eu les moyens de faire son travail avant. Ben voilà, donc en fait, il vient jouer au pompier pyromane. Voilà, j'ai mis le feu au bâtiment, je viens voir ce qui se passe. Ah ben voilà, je vais vous sauver. Ça me fait penser quand même un petit rappel que sur Notre-Dame de Paris, avant que Notre-Dame soit sous les flammes, Emmanuel Macron avait été sollicité à de nombreuses reprises pour agir et réagir face à l'alerte justement
de Notre-Dame qui n'était pas forcément en bon état, eh bien, il ne réagissait absolument pas. C'était un chantier qui ne l'intéressait pas. Notre-Dame ne l'a intéressé qu'après les flammes. Voilà, il faut quand même le rappeler. Alors, C'est une allons. sorte de Néron moderne. Ah oui, Reconstruisez Rome une fois que les flammes sont passées. Et on dira ma gloire. Bon, bah, heureusement, Néron n'a pas forcément gardé une bonne image de lui. vous avez fait une parfaite transition, Alexandre Langlois, concernant justement ce problème de budget et de la gestion du budget national, puisqu'on a eu aussi, c'était quand ça? C'était dimanche dernier, une interview du ministre des Finances, Éric Lombard. Il a accordé un long entretien à Darius Rochebin sur LCI, au cours de laquelle il y a plusieurs sujets qui ont été remis sur la table. Alors évidemment, les 7 heures de travail supplémentaires gratuites, et il a affirmé que les Français devaient travailler plus. Puis alors, on a quand même tout un petit sujet sur... Il n'y a pas trop de fonctionnaires, il n'y a rien à faire du côté des fonctionnaires, il n'y a pas de problème. Toutes les agences de l'État sont bien utiles, donc pas besoin de faire d'économies de ce côté-là. Le niveau des prélèvements, donc des impôts, n'est pas un problème en France. D'ailleurs, l'impôt, c'est utile pour payer les services publics. Les services publics qui ne fonctionnent pas, donc. Et on l'a rappelé encore avec le musée du Louvre. Eh bien, écoutez un petit florilège d'Éric Lombard au micro de Darius Rochebin sur LCI. Et puis ensuite, vous verrez la réponse de Bernard Arnault. La question, c'est pas tellement le nombre de nos fonctionnaires qui souvent font en fait beaucoup de choses et qui parfois travaillent trop. Un exemple d'agence qui pourrait fermer. Non, on va pas fermer d'agence parce qu'il n'y a pas d'agences qui ont des missions inutiles. Depuis tout à l'heure, il n'y a pas un seul exemple que vous donnez et ça donne l'impression du bien entendu, nous ne ferons rien. On n'ose pas citer un nom d'agence, on n'ose pas citer un nombre de postes réduits. En réalité, il n'y a aucune économie concrète qui est donnée. Mais c'est on fonctionne trop, il y a trop d'impôts aussi. C'est pas les prélèvements qui posent un problème. Est-ce que vous espérez une fiscalité plus haute des hauts revenus, de façon générale? Moi, je souhaite la justice fiscale. Vous allez frapper les très grandes entreprises. Là aussi, pardon, mais soyons précis sur les chiffres. Ça veut dire à partir de quel seuil? C'est les entreprises à plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre, si je me souviens bien. Ça devrait rapporter 8 milliards d'euros. Est-ce que c'est une erreur de taper là? Quand on voit par exemple des entreprises comme celle de Bernard Arnault qui fonctionnent si bien, en réalité, il y a dans cet univers morose à bien des égards, c'est certaines de ces entreprises qui fonctionnent le mieux. Il faut se méfier d'une réticence à l'impôt. L'impôt permet de financer les services publics, l'école, la défense nationale. Sans être ultra-libéral, quand on voit le désordre dans lequel on est dans, le fait que Bercy n'ait pas pu prévoir un déficit qui est passé de 4,4 en quelques mois, 4,4 à 6, on se dit que mieux vaut qu'une partie de richesse nationale soit gérée dans des sociétés qui marchent, comme Bernard Arnault, que transférée par une richesse gérée par l'État. Vous êtes beaucoup trop libéral pour moi, effectivement. Il y a une priorité dont on n'a pas encore parlé, la planète. Et ouais, parce que le vrai problème, c'est la planète. Et après, il va citer Donald Trump en disant que Donald Trump est très dangereux pour la planète. Heureusement qu'en France, tout se passe bien, n'est-ce pas? Heureusement qu'on est bien géré en France. Et nous, on s'occupe de la planète. Bon, alors, si tout le monde est pauvre, si les entreprises font faillite, ça, c'est pas grave. Mais ce qui compte, c'est la planète. Éric Lombard, merci. Et attendez, avant de vous donner la parole, j'entends dans l'oreillette qu'on est très très nombreux ce matin. Ça part super fort et ça m'étonne pas évidemment parce que ce sont les grands rendez-vous de tous vos chouchous aujourd'hui. Alexandre Langlois, Régis de Castelnau, les Tintins, Pierre Chaillot évidemment pour son livre très important. On est très nombreux mais on n'a pas du tout de pouce là. On n'a même pas un tiers de pouce, même pas un quart de pouce sur toutes les personnes qui nous regardent. Alors on y va tout de suite avant que je donne la parole à Alexandre Langlois, Régis de Castelnau. On pousse mais sous la vidéo, pas dans le chat, même si j'adore voir les cœurs. Merci à tous. Donc ça y est, c'est bon, vous avez bien fait les pouces, je vais pouvoir donner la parole à Alexandre Langlois pour commencer. Quelque chose qui est très intéressant dans ce qu'il a dit, la France n'est pas un pays libéral. Je parle d'un pays libéral et pas néolibéral. Là, on est en train de vivre des néolibéraux qui sont en train de nous faire un capitalisme d'État, qu'on dirige tout, on vous spolie tout. Et dans la discussion qu'il y a eu avec ce journaliste, il parle de la France a été vaguement libérale au 19e siècle. Et bien justement, je suis allé rechercher un auteur du 19e siècle, un libéral, Benjamin Constant. Et du coup, il parle de l'impôt. Je vais vous le citer parce qu'en fait, il n'y a pas mieux en fait. Et je crois qu'on est vraiment dans cette situation parce que les gens, il y a eu une inversion de l'utilisation de l'impôt. Il dit « Tout impôt inutile est une atteinte contre la propriété. D'autant plus odieuse qu'elle s'exécute avec toute la solennité de la loi, d'autant plus révoltante que c'est le riche qui l'exerce contre le pauvre, l'autorité en armes contre l'individu désarmé. » Et c'est pas terminé, parce qu'après il continue. Il dit « L'excès d'impôt conduit à la subversion de la justice, à la détérioration de la morale et à la destruction de la liberté individuelle. »
Une petite conclusion pour finir, je fais les meilleurs extraits, mais j'ai beaucoup aimé, j'adore ce politicien du 19e siècle. Ainsi, le peuple n'est pas misérable seulement parce qu'il paie au-delà de ses moyens, mais il est misérable encore par l'usage que l'on fait de ce qu'il paie. Bah Donc oui. je crois qu'on est dans toute cette chose-là. Et au fin, et là on est sur ce que la Macronie met en place, les dépositaires de l'autorité publique sont disposés à nous épargner de toute espèce de peine, excepté celle d'obéir et de payer. Donc voilà, donc ça c'était le petit par rapport à ce que disait d'autres monsieur. Et en fait, aujourd'hui, on est dans ce système où l'État est en train de tout cannibaliser et il utilise n'importe comment. Donc en Mhm. fait, ça fait qu'il n'y a plus aucun contrôle. La Constitution nous dit qu'on peut normalement, on consent librement l'impôt parce qu'on peut le contrôler de son utilisation. Oui, Aujourd'hui, on est racketté et on ne peut rien contrôler. Donc exactement. en fait, c'est pour ça. Et l'autre chose aussi, parce que des fois on dit que l'État peut faire des choses bien, mais même Jean Jaurès, parce qu'on parle aussi des retraites, était pour une retraite justement par répartition, mais par capitalisation. Et il y a des grands textes qu'il expliquait à l'époque. Il disait, bah, déjà, le système capitaliste, autant reprendre une partie des dividendes et des actions que ça retourne dans la main des travailleurs. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est que sinon, eh ben, effectivement, les travailleurs les retraités sont dépendants de la bonne volonté de l'État. Et on ne peut pas faire confiance à l'État parce qu'il pourra réduire les retraites, changer le point d'indice et faire tout ce qu'il veut. Et la retraite par répartition, ce qu'on oublie également derrière, c'est que c'est aussi quelque chose de complètement anti-liberté. Ça a été une volonté de Bismarck, le chancelier allemand de l'époque du fin 19e siècle, et donc qui avait mis le Deuxième Reich en place, et qui disait, bah, comme ça, avec ça, les retraités ne viendront pas nous casser les pieds parce qu'ils savent que s'ils veulent se révolter ou exprimer une pensée contre le gouvernement, on aura juste à leur couper leur retraite. Donc on a surtout ce côté où effectivement, il faut se méfier de l'État parce que l'État joue contre nous au bout d'un moment quand on le laisse faire. Et du coup, on est un peu dans cette situation. Donc, en fait, il y a tout ce système aujourd'hui où on vient nous dire le problème, c'est pas les impôts. Si, le problème, c'est les impôts parce qu'ils sont mal utilisés. Et je Ah rappelle oui. que c'est pas parce que les gens, imaginons que les gens récupèrent leur argent. Je donne aussi l'exemple. Au début du fin 19e, début du 20e, il y avait les syndicats qui s'étaient organisés avec des caisses pour les malades, des caisses pour la retraite. Ils s'étaient auto-organisés. Les gens s'organisaient en solidarité. Ils n'avaient pas besoin de l'État. Et ça fonctionnait très bien également. Donc, je pense qu'au moment, il faut reprendre notre liberté. Et ça, c'est le libéralisme. Ce n'est pas le néolibéralisme qui est le contrôle de la population par une tyrannie de l'État, de l'argent, et en enlevant les libertés. Donc, ça, c'est. Donc, voilà. Donc, qu'on relise les grands penseurs libéraux, dont Benjamin Constant. Et je pense qu'on fera des pas en avant, aussi bien économiquement que politiquement. Eh bien, parfait. Est-ce qu'on ne s'écouterait pas justement un libéral, le patron de LVMH, Bernard Arnault, avant de donner la parole à Régis de Castelnau? Ça vous va, Régis? Oui, très bien. On y va. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc, on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. C'est ce que s'il arrive au bout de ses plans. Voilà, donc il dit que ça va pousser à la délocalisation. Et deuxième extrait, il faut couper dans la bureaucratie, dit-il. Pour ça, faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour slasher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça, bon, là, on est poursuivi, c'est impossible. Alors, Régis, c'est intéressant. Vous allez devoir répondre et à Éric Lombard et à Bernard Arnault. Et à Alexandre Langlois, je suis en Eh oui. désaccord total Ouh là concernant... là là là, ça commence. Ah, bah, c'est bien. Pour Oui, une fois. non, je suis en désaccord total sur le libéralisme du 19e siècle. C'était l'accouchement de la révolution industrielle qui s'est faite à un prix humain absolument considérable avant de déboucher sur les guerres mondiales du XXe. C'est le libéralisme qui a provoqué ça. Donc, je veux dire, il y a une citation, mais j'arrive pas à bien me la rappeler, de Frédéric Bastiat, qui est un penseur français aussi, sur le libéralisme. Moi, personnellement, le problème que l'on rencontre aujourd'hui, on ne va pas refaire le débat libéralisme-socialisme, mais le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on a un État néolibéral. Qu'est-ce que c'est qu'un État néolibéral? Un État néolibéral, c'est-à-dire que c'est une puissance publique confisquée, parce que
L'État français, celui mis en place après 1945, a été un État-providence. C'est-à-dire qu'effectivement, les prélèvements permettaient de verser du salaire différé. On avait un des meilleurs systèmes de santé du monde. On avait un système, la sécurité sociale qui a été mise en place par des ministres communistes, je le rappelle, à la Libération, était quelque chose d'extraordinaire que le monde entier nous a envié. Donc, l'État-providence, il a besoin de ressources. Il a besoin de ressources. Et donc, l'État néolibéral qui a été mis en place depuis quelques dizaines d'années, et surtout avec l'arrivée au pouvoir grâce à un complot oligarchique plutocratique de M. Emmanuel Macron comme fondé de pouvoir, il a l'intention de le détruire en tant qu'État-providence au profit d'un système. Sa seule fonction désormais, c'est de permettre, soi-disant, la concurrence libre et non faussée, mais il n'y a pas de concurrence libre et non faussée, elle permet, et là je débouche sur ce que raconte ce monsieur Arnaud, sur la constitution de fortunes absolument colossales, un écart entre riches et pauvres tout à fait considérable, la destruction des services publics, parce que cet État plutocratique, il est destiné à ça. Oui. C'est-à-dire que quand on vient vous dire il y a trop de fonctionnaires, c'est facile. Il y a trop de fonctionnaires, d'accord, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez donné des dizaines de milliards à McKinsey, des dizaines de milliards à McKinsey, parce que la caractéristique supplémentaire de l'État néolibéral, c'est d'être totalement corrompu. Alors moi, j'écoute monsieur Arnaud. Attendez, juste une précision sur le fonctionnaire et McKinsey. Certes, mais justement, McKinsey donne des ordres à des relais d'ordre, on va dire, qui sont des fonctionnaires aussi, qui vont contrôler d'autres fonctionnaires, mais ceux qui sont sur le terrain, si vous voulez. C'est comme l'ARS ou d'autres, ces organismes qui sont là pour finalement mettre des bâtons dans les roues des fonctionnaires du terrain, que ce soit les enseignants, les professeurs, que ce soit les soignants à l'hôpital, qui, eux, maintenant, ont des comptes à rendre sur tout le temps, mais justement contrôlés par d'autres fonctionnaires. Et c'est cette bureaucratie-là dont on parle, en fait. C'est celle-là qui asphyxie aujourd'hui. Attendez. Moi, ce que je vois, parce que j'entends monsieur Arnaud, c'est extraordinaire, quel personnage. D'abord, première observation, ce type possède des milliards d'euros, mais ça n'a aucun sens dans un pays où tout le monde travaille, où on essaye de faire avancer la société. Voilà quelqu'un qui est quasiment plus riche que certains États. Mais expliquez-moi à quoi ça rime? C'est-à-dire qu'il a un pouvoir. Alors, il se veut l'homme le plus riche du monde. Il s'est fait passer devant par Elon Musk. Mais si vous voulez, au plan philosophique, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, ça, c'est le concernant la première observation. La deuxième observation, on a le discours du libéral le plus plat, le plus débile. Oh, il y a trop de taxes pour les entreprises, c'est pas bien parce que sinon on va devoir le délocaliser. Eh bien, il n'y a qu'à le nationaliser, sans indemnité, et qu'on rigole. Bon, deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? Il y a trop de fonctionnaires. Ben voyons, c'est comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est le discours du faux libéral, d'ailleurs. Parce qu'il sait très bien que ce système, sa fortune, elle a été faite comment? Grâce au Parti socialiste, parce qu'il a bénéficié de coups de pouce au départ, et de passe-droit par la suite, parce que c'est ça, ce système. Donc, moi, il y a trop de fonctionnaires, on parle de bureaucratie. Ben oui, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a trop de fonctionnaires dans la justice? Je vous réponds non, je connais bien. Il y a trop de fonctionnaires dans l'éducation nationale? Trop d'enseignants? Je vous réponds non. Oui, il n'y en mais a pas assez, ils sont mal payés. Oui, mais on peut peut-être faire une distinction entre les fonctionnaires de terrain, qui ne sont, eux, pas assez nombreux, et encore une fois, ce nouveau fonctionnariat, on peut appeler ça, de contrôle, qui vient leur mettre des bâtons dans les roues, qui leur demande de rendre des documents et des justificatifs sur tout ce qu'ils font. Oui, mais ça, c'est quoi? C'est des agences d'agences. Ces organes de contrôle. Ça, il y a les public. agences tout à fait inutiles. On a monsieur Lombard qui a essayé de se faire une tête de Valéry Giscard d'Estaing. C'est assez étonnant d'ailleurs. Il a dû regarder dans un miroir et qui vient nous dire toutes les agences sont utiles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Toutes ces autorités administratives indépendantes qui ne servent strictement à rien. Mais à côté de ça, il y a des organismes effectivement de contrôle qui contrôlent au nom de qui? Au nom de l'Union européenne, productrice de normes, qui nous impose tout un tas de réglementations. Et dans quel cadre? Dans le cadre de la soi-disant concurrence libre et non faussée. C'est-à-dire qu'on est enfermé dans un système où vous avez des traités européens à valeur constitutionnelle où
ce système néolibéral est enserré et qui sont irréformables. On ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas récupérer notre souveraineté. Moi, si vous voulez, quand j'entends Bernard Arnault, qu'on présente ça comme une déclaration importante, je veux dire, c'est pas possible, quoi. C'est le discours le plus le plus borné que j'entends depuis que je suis arrivé à l'âge d'homme, quoi. Oh, hein, on taxe trop les entreprises et puis il y a trop de fonctionnaires. C'est tout ce que tu as à dire, mon non, gars? mais c'est vrai qu'elles sont trop taxées, les entreprises. Vous voyez bien que toutes les entreprises sont asphyxiées aujourd'hui. Mais parce qu'on a désindustrialisé ce pays, Bah oui. parce qu'on n'a plus les ressources. Ben oui. Oui. Mais qui l'a fait? Bah oui, Qui mais l'a fait? on La n'est pas concurrence obligé de voir libre et tout non noir ou faussée? tout blanc. Je veux dire, Non, attendez, on est l'objet d'une. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait venir Macron, fondé de pouvoir du néolibéralisme et de la plutocratie, que j'appelle plutocratie maintenant, et plus seulement oligarchie? Pourquoi on l'a fait venir au pouvoir? Pour continuer le démantèlement de cet État. mais Moi, ça, j'ai on est un d'accord. copain. Je peux le citer, Jérôme Sainte-Marie, qui m'avait dit, au moment de l'élection de Macron en 2017, il m'avait dit, tu ne reconnaîtras pas ton pays au bout de ses mandats, parce qu'il pensait qu'il en aurait deux, il avait raison. Bien, donc, ben oui, la façon dont la France s'est dégradée à vitesse grand V depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, Emmanuel Macron est le fondé de pouvoir de Monsieur Bernard Arnault, il est son employé, il est son domestique. Hein. Eh bien, aujourd'hui, on vient le tancer en disant, mais attendez, c'est embêtant parce que les Américains, Arnaud qui dit oui, aux États-Unis, vous feriez bien de mettre un système de Un Doge, contrôle oui. De l'efficacité. de l'efficacité de l'État. On a Le poste ça d'Elon aussi Musk, chez nous. oui. Hein. Donc non, mais attends, pardon. Le système, il est celui-là. Nous sommes dans une Europe qui est en train de s'effondrer économiquement, dans une Europe qui est en train de se décomposer, État par État, crise politique absolument partout, hein, et on vient nous dire c'est parce qu'il y a trop de fonctionnaires et parce qu'on taxe trop les entreprises. Enfin, voyons, c'est pas sérieux. Non, moi je. Non, mais on peut se dire qu'il y a des intérêts financiers de grands oligarques alliés avec les intérêts de Bruxelles, qui sont de façon qui eux-mêmes ont un bras armé qui est celui de certains fonctionnaires. Je dis pas tous les fonctionnaires. Encore une fois, je fais une grande distinction entre les fonctionnaires de terrain et je pense que là, Alexandre Langlois peut aussi développer parce que évidemment, on est tous d'accord pour dire que la police n'a pas assez de finances, l'éducation nationale pour ceux qui travaillent, qui donnent vraiment des cours, etc. Il y a des quotas pour les feuilles de papier aujourd'hui. Ils n'ont pas le droit d'utiliser un certain nombre de feuilles de papier par jour, ni d'imprimer dans l'imprimante. Je veux dire, on arrive quand même à des trucs ridicules en termes d'économie, de bout de chandelle. Donc évidemment qu'il n'y a pas assez de sous qui sont donnés à ces personnes qui sont des acteurs de terrain tous les jours. Mais à côté de ça, il y a des organismes de contrôle justement au sein de l'éducation nationale qui pourrissent la vie de ces enseignants et qui pourrissent la vie des agriculteurs, qui pourrissent la vie des hospitaliers. Attendez, je vais peut-être juste donner la parole à Alexandre Langlois. Parce que... Non, attendez, juste, je rajoute une seule chose. D'accord. Mais attendez, ces contrôles, ils sont voulus. La destruction des grands services. Mais on est d'accord. Non, mais la destruction des grands services publics, elle est prévue, programmée. Bon, donc c'est bien. Alors, si vous voulez qu'on nous débarrasse du premier d'entre eux, de ces fonctionnaires, c'est d'Emmanuel Macron, mais tout de suite, Clémence, tout de suite. Mais on est d'accord. Là-dessus, on est tous d'accord. Alors, Alexandre Langlois. Alors donc oui, pour revenir, il y a plusieurs choses. Oui. Déjà sur les fonctionnaires, oui, les fonctionnaires. Après, faudrait qu'on ait un contrôle sur l'utilisation. Et aujourd'hui, effectivement, le contrôle, c'est un contrôle de l'État sur ses propres fonctionnaires avec des nouvelles normes, des nouvelles strates bureaucratiques, plutôt qu'un contrôle de la population. Et effectivement, les policiers, les fonctionnaires de terrain, les enseignants, tous ceux qui travaillent sur le terrain, ils sont gangrénés par une inversion de la pyramide hiérarchique où il y a de plus en plus de gens qui donnent des ordres, qui pantouflent, qui sont planqués dans des bureaux et qui finalement ne servent à rien et entravent le travail des gens sur le terrain et qu'on enlève les gens au fur et à mesure parce que dans tout ça, le nombre de fonctionnaires ne diminue pas. Par contre, le nombre de services auxquels on a accès diminue. Maintenant, il y a tout numérique. Le numérique ne fonctionne pas. Puis le numérique, il y a des arnaques parce qu'il y a des gens qui se font passer avec des faux coups de téléphone, etc. Donc, on voudrait remettre de l'humain.
Et en fait, l'État néolibéral déshumanise pour contrôler et perdre le contact entre l'État et la population. Donc, à ce côté-là, oui, moi, je ne suis pas pour qu'il n'y ait plus de fonctionnaires. Ça, c'est le néolibéralisme qui a comme volonté de détruire complètement l'État pour se gaver et partager l'argent, et par rapport à quelque chose de contrôlé. Et le libéralisme ne s'oppose pas qu'il y ait des fonctionnaires, il s'oppose par contre à que l'argent soit mal utilisé, et s'oppose et qu'il n'y ait pas de contrôle de la population sur l'État. C'est-à-dire que l'individu doit pouvoir toujours contrôler l'action de l'État, ce qui n'est plus le cas dans le néolibéralisme actuel. L'autre chose, Bernard Arnault n'est pas un libéral. Bernard Arnault est un néolibéral. Ah oui. Et je rappelle cette petite phrase de Jean-François Kahn, qui avait dit « Plus les grands patrons néolibéraux augmentent leurs revenus, plus ils estiment excessif le coût de la main-d'œuvre ». Donc voilà, je rappelle que quand même Bernard Arnault, c'est quand même pris un film de François Ruffin, Merci Patron, sur comment on délocalise, comment on organise la misère. Oui. Donc je veux dire, c'est quelqu'un qui bénéficie des systèmes de l'argent et qui n'est pas là pour valoriser le travail, qui est là pour valoriser l'argent. Et c'est là la grande différence. C'est qu'il y a un économiste qui avait dit le glissement entre avant, il y avait, on travaillait pour avoir de l'argent et obtenir ce qu'on voulait, ce qu'on avait besoin. Le néolibéralisme a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui achètent du travail pour avoir encore plus d'argent. Et ils ont passé l'économie, au lieu que l'économie soit au service des êtres humains et la finance au service de l'économie, ils ont inversé la pyramide. Ils ont fait que l'économie est au service de la finance et l'être humain est devenu la variable d'ajustement de l'économie. Donc, en fait, ces gens ont tout inversé les valeurs avec quelque chose de quand même assez sidérant en nous faisant croire que c'était pour notre bien. Donc, non, pas du tout. Et après, LVMH, en plus, à côté de ça, est une entreprise un petit peu comme Apple pour les États-Unis, qui a des endroits un petit peu partout et qui travaille en étroite collaboration avec les services de l'État. Donc, du coup, je ne me fais pas de soucis qu'eux, ils ne seront jamais inquiétés par quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc, au final, pour rejoindre un point, on est d'accord avec Régis, c'est comment, par exemple, Bernard Arnault peut être aussi riche. Qu'est-ce qui justifie qu'une personne soit aussi riche? Rien du tout. Il n'y a aucune raison qu'elle vale autant de milliards. On peut être payé pour son travail, mais lui n'est pas payé pour son travail, il est payé pour ses placements financiers. Et il est payé sur le travail des autres. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Ce sont des gens qui sont des parasites. Et on peut être un brillant chef d'entreprise et très bien payé, mais à ce niveau, c'est des gens qui volent le travail des autres. En même temps, on ne va pas forcément taper sur les capitaines d'industrie qui ont réussi à monter quelque chose. Je veux dire, je pense à un Bolloré, ou ce sont des gens qui ont développé leur entreprise, qui ont pris des risques. Bon, là, je vais me faire taper sur les doigts par Régis Castelnau. Mais je pense que le risque vaut aussi quand même le fait d'être remercié pour ces risques et d'avoir aussi une récompense au risque pris. Une récompense, oui. Mais on va prendre un capitaine d'industrie, celui qui a monté Dassault, oui. le grand-père maintenant. Lui, c'était un capitaine d'industrie. Les autres ont juste hérité d'une cuillère à bouche dans l'argent. Et on a vu que ce n'était plus les mêmes types. Il y en a un qui avait fait la guerre, qui avait fait la résistance. Après, on a eu un petit magouilleur dans sa commune pour gagner des voix, etc. Et puis alors, les enfants qui sont actuellement aux commandes, c'est zéro. Donc, ce qui veut dire que le travail ne paye pas en France. Et c'est aussi une des difficultés de la France. C'est que les gens deviennent riches pas par leur travail. Et ça, personne ne s'opposera jamais que quelqu'un puisse devenir riche par travail, à part quelques idéologues marginaux. Mais par contre, en France, les gens deviennent riches par héritage. C'est-à-dire qu'on a recréé des dynasties, on a recréé des privilèges, et ça ne marche pas du coup. Enfin, ça marche très bien pour un néopotisme et un entre-soi qui se confirme et qui se met entre eux. Et donc, Bernard Arnault est dans cette lignée. Il va confier l'entreprise à ses enfants, tout va bien se passer, l'État est son ami, et on opprime le peuple. Et c'est ce que disait Benjamin Constant. Nous avons un État armé qui opprime le peuple, qui vole le pauvre pour donner aux riches. Alors, parce que ce qu'on oublie, une dernière chose, je te laisse la parole juste après, il y a beaucoup d'impôts et on oublie, on nous dit oui, tous ces assistés, etc. Je rappelle que les grandes entreprises ont bénéficié de plein d'exonérations d'impôts, de plein de choses comme ça, et que, par exemple, on s'était rendu compte que Total ne payait pas d'impôts en France. Ils disaient, on est une grande entreprise, mais on ne paye pas nos impôts en France. Quand même, on avait fait des montages financiers pour faire les choses. Et on a un président néolibéral qui dit, ah non, ça, c'est pas de l'évasion fiscale, c'est de l'optimisation et je l'encourage. Donc, en fait, c'est des gens qui ne sont pas dans l'intérêt de la nation et du partage commun, parce que sinon, il y aurait des frontières avec des règles communes sur un territoire. Et donc, ça, on ne peut pas appliquer des règles françaises à une économie mondiale. Par contre, on peut en faire en sorte que tout ce qui rentre sur le territoire français, on applique les règles françaises, et si ça ne colle pas, ça dégage. Et du coup, il n'y a pas ça. On est sur une économie libre et non faussée mondialisée, qui fait qu'aujourd'hui, les capitaux circulent, les grands financiers néolibéraux s'enrichissent, et à côté de ça, on a une misère humaine, parce que du coup, on arrive même à délocaliser la main-d'œuvre. Maintenant, on délocalise même plus les usines, on délocalise la main-d'œuvre en la faisant travailler sous couvert d'esclavage et dans des conditions très difficiles en France. Alors,
un petit Je point réponds, d'abord. Attendez, juste un point sur l'audience. Ça y est, nous sommes les premiers de YouTube de France. Merci infiniment à vous tous pour votre confiance. N'hésitez pas, vous mettez des pouces sous la vidéo. Évidemment, je suis toujours très heureuse d'avoir des cœurs, des fleurs et tout ce que vous voulez sur le chat. Je les vois, je vous lis. Merci à tous d'être toujours plus nombreux. Surtout, continuez à pousser, continuez à parler de nous autour de vous. C'est important pour ceux qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas aussi à vérifier si vous êtes bien abonnés. Vous mettez la petite cloche. Et vous le savez, nous sommes en campagne de dons. Nous avons besoin d'aide pour finir de clôturer cette campagne. Vous savez qu'on ne dépend que de vous. On ne dépend que de vous tous les jours. On n'a pas d'oligarques, on n'a pas de LVMH, on n'a pas d'Emmanuel Macron, on n'a pas d'ordre de personne. Les seuls ordres, ce sont les vôtres. Et c'est vous qui orientez notre politique. Donc surtout, sachez-le, si vous voulez qu'on reste libre, aidez-nous. Faites-le, un petit don régulier, 5 € par mois, ça compte beaucoup. toxin-media.fr/soutien, toxin-media.fr/soutien. Régis, on termine Oui, sur ce alors, sujet, je vous allez-y, réponds, puis ensuite je on vous change. réponds. Ouais. Clémence, je vous réponds. Concernant les entrepreneurs, évidemment. Et il faut que l'esprit d'entreprise soit récompensé, que la vista stratégique soit récompensée, absolument. Hein, et l'exemple de Bolloré est bon, mais là où ça devient un problème, Oui. c'est que ces gens-là, et Bernard Arnault, qui a donc, je répète, que sa fortune considérable est aujourd'hui, a pour origine le soutien du Parti socialiste au départ, et ensuite l'utilisation des mécanismes du système, ce sont eux qui commandent à la société. C'est ça le problème. Ce sont eux qui ont le pouvoir, et l'État est à leur service. Et c'est ça qui ne va pas. Alors je vais prendre un exemple, moi, que je trouve pas mauvais. Hein. Ouais. Les Chinois, ils récompensent l'esprit d'entreprise. Il y a des riches en Chine, des gens qui ont monté des boîtes, etc. Puis il y en a un qui a fait le malin un jour. Hein. C'était Dick Ma, hein, c'était le patron d'Alibaba. Et puis il s'est permis une interview dans laquelle il a dit « Ah oui, il faudrait pas faire comme ceci au plan politique, de cela, etc. » Hein, ça n'a pas été long. Hein, il s'est retrouvé en résidence surveillée, on lui a piqué les 3/4 de sa boîte et on lui a dit « Monsieur Foster, vous gagnez votre vie, on vous laisse faire, on travaille avec vous, on met en place les infrastructures, tout ce qui vous permet d'augmenter votre capital. Ok, d'accord. Hein, mais venez pas nous demander, nous dire comment on doit gérer la société. Hein. Ça a calmé tout le monde là-bas. Donc moi, personnellement, le fait de laisser l'esprit d'entreprise se déployer, je suis totalement pour. Tout le monde n'a pas la même envie, le même appétit, C'est etc. ça. Mais je veux pas, que ce soit eux qui commandent. Or, je suis désolé, hein, il suffit de voir les médias. Bien sûr. Si Non, mais... Toxa a du succès, c'est parce que les médias sont entre les mains de ces plutocrates Tout à fait, tout à fait. qui façonnent l'opinion. Et deuxièmement, je ne veux pas que des gens arrivent à la tête de fortunes colossales, au sens où c'est eux qui décident ce qu'on va faire de cet argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez M. Arnault des milliards d'euros et qui va dire on fait ci, moi je rachète ceci, je fais une fusion-acquisition de cela, etc. Hein, et quand on vient lui dire, bon, vous allez payer des impôts parce que tous vos employés, ils ont été à l'école, hein, on les soigne, c'est l'État qui les soigne avec l'argent qu'on vous prend. Hein. Ah non, c'est trop cher. C'est trop cher. Non, je veux pouvoir être assis sur mon tas de milliards, mais je veux surtout pas qu'on me prenne de l'argent qui me permet de le gagner. Non, mais attendez. Allez, En dernier sujet, si vous le permettez. Il faut quand même qu'on parle du plan couteau de la maire de Paris. Vous le savez, c'est un terrible drame. Elias a été agressé puis est mort des suites de ses blessures. Il a été agressé vendredi dans le 14e arrondissement de Paris en sortant d'un entraînement de foot. Il a été agressé parce que deux mineurs justement tentaient de lui voler son téléphone. Il a refusé. Ces 2 mineurs de 16 et 17 ans avaient un casier judiciaire bien plein et bien connu, comme l'a rappelé Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, qui a déploré une montée en gamme, une montée en puissance de la violence chez les mineurs qui devient insupportable. Bon, après, dans une interview un peu plus tard, on a déjà passé ces 2 extraits, il a dénoncé la fachosphère qui s'excite sur le fait qu'on n'ait rien fait contre ces mineurs. En tout cas, il y a eu une série de réactions. Je vais vous faire écouter avant qu'on commente ces réactions. D'abord, le ministre de la Justice, ça c'est votre chouchou, je le sais, Alexandre Langlois, qui a déclaré vouloir changer de système pour sanctionner dès la première faute, appelant à une comparution immédiate pour les mineurs, parce qu'évidemment il y a toute cette question des mineurs et de la justice pour les mineurs. Bruno Retailleau a pris la parole aussi, notre ministre de l'Intérieur. Je vous propose de l'écouter. Justice des mineurs, je pèse mes mots, en France, c'est un fiasco. Celui présumé coupable, il a fait des aveux.
vol en réunion, vol avec violence, extorsion par violence, vol aggravé, escroquerie. Pensez-vous qu'il ait fait un seul jour de prison? Aujourd'hui, c'est terrible. La violence des mineurs, c'est un échec en France et il faut absolument y remédier. Il faut par exemple des comparutions immédiates, mais pas seulement. Il ne peut pas y avoir d'excuses de minorité qui soit la règle. Il n'y a pas d'excuse, même de minorité, pour celui qui tue un enfant de 14 ans. Vous l'avez entendu, pas d'excuse de minorité pour Bruno Retailleau, et d'ailleurs Gérald Darmanin aussi sur le même ton. Et puis alors on a entendu quand même une réaction un peu plus lunaire, celle de la maire du 14e arrondissement de Paris, Karine Petit, une maire PS, qui elle est allée sur les infrastructures sportives. Écoutez. Vous savez, la particularité à Paris, c'est qu'on a des très beaux équipements sportifs qui sont le long du périphérique, et c'est ce fil d'équipements publics auquel nous allons nous adresser. Alors là, il faut savoir que c'était quand même une réponse au meurtre du petit Elias, hein, quand elle revient sur cet équipement sportif et le fait qu'ils allaient tenter de rassurer par des nouveaux équipements. Bon. Et puis alors, je dis pas que c'est une réponse directe, mais quand même, ça tombe au même moment. La mairie de Paris a développé un plan couteau, puisque, on le sait, la capitale, dont d'ailleurs les collèges ont connu de plus en plus d'agressions, 74 agressions à l'arme blanche durant la précédente année scolaire. Donc, elle a annoncé une distribution de flyers et de formation de médiateurs pour endiguer le fléau des rixes à l'arme blanche. On va avoir aussi le hashtag plan couteau. Voilà de quoi vraiment lutter contre la criminalité. Et écoutez le patron de la police municipale sur le sujet. Nous avons des flyers que nous distribuons aux sorties des collèges pour expliquer en gros que il ne faut pas prendre un couteau de sa cuisine, de son appartement et le mettre dans sa poche parce qu'il risquerait de s'en servir. Mieux vaut éviter de l'avoir dans sa poche, parce qu'on voit bien que sur toutes ces affaires, vous voyez, les motifs sont assez futiles, entre guillemets, entre le vol d'un portable, un mauvais regard, une fille, tout se déclenche très rapidement entre jeunes. Et voilà, alors on a une vidéo, on a des médiateurs qui passent dans les classes aussi pour sensibiliser au non-port du couteau. Et puis le parquet, la police nationale, est là pour rappeler aussi que ce sont des infractions pénales que de porter un couteau. Voilà, on est sauvés. Qu'en pensez-vous, Alexandre Langlois ? D'abord, dans ce que dit M. Retailleau, quelque chose de très intéressant. Il a commencé par sa déclaration en disant « celui qui est présumé coupable ». Donc déjà, on est sur quelque chose d'assez intéressant en France, Oui. c'est qu'ils s'en cachent même plus, c'est eux les coupables, c'est eux. Je rappelle que M. Retailleau avait immigration, c'est la délinquance. Les jeunes, c'est la délinquance. Il y a une 3e saison qui est prévue, mais qu'ils ont annulée pour censure, c'était le gouvernement égale délinquance, mais ça, ils vont pas la traiter. Mais du coup, en fait, on est toujours sur des égalités, délinquance égale quelque chose. Et après, on met en place tout un discours en disant, attention, on va agir. Bon, moi, mon problème, c'est pas délinquance égale quelque chose, c'est délinquance en prison. Et c'est tous les délinquants. On sélectionne pas telle catégorie qui est la priorité du moment parce qu'il y a un fait divers gravissime. Et on est toujours dans cette logique. Fait divers gravissime, on prend la parole, on fait des choses, on met un égal, mais surtout, on va rien régler. Et encore moins la mairie de Paris avec ses flyers. Voilà, je veux dire, c'est comme s'ils faisaient l'eau ça mouille. Ben oui, l'eau ça mouille, on a un couteau, ça coupe. Oh là là, qu'est-ce que c'est incroyable. Non. Voilà, moi je repense à une petite phrase de Pythagore. Éduquez les enfants et vous n'aurez pas à punir les hommes. Et en fait, il y a ça aussi. C'est comment on prépare les générations futures, parce que là, c'est le couteau, mais demain, si ça s'attaque à je sais pas quoi, on aura plein réglé le problème. Donc, il faut s'attaquer à la racine au mal, je veux dire. Il faut attaquer le mal à la racine. Du coup, on éduque les parents. Donc là, maintenant, les enfants, c'est un peu trop. Il faut continuer d'éduquer les enfants, mais reprendre en main les parents. Parce que les parents ont un rôle éducatif derrière. Et s'ils ne sont pas là pour accompagner les enfants, on n'aura jamais rien derrière. Donc, de ce côté-là, on n'en a pas parlé. Je ne parle pas des équipements sportifs de la maire PS du 14e, parce que bon, ça, c'est tellement hors sujet qu'on ne va pas en faire grand-chose. Mais du coup, il y a ça. Et derrière, après, c'est comment on rétablit la loi entre les deux. Parce que du coup, on punisse les enfants, parce que les mineurs qui ont pu faire des infractions pénales, cela me semble logique. Mais derrière, il faut aussi aller jusqu'au bout de la logique. Où sont les parents? Qu'est-ce qui se passe pour les parents? Parce qu'il y a une part quand même énorme de responsabilité de l'éducation derrière. Et il y a une part de l'État, du coup, parce que est-ce que les parents avaient pu bénéficier d'éducation, etc. Donc, moi, j'ai envie qu'on remonte toute la chaîne, plutôt que de mettre un sparadrap sur une jambe de bois, sinon on ne va jamais régler le problème de fond. On réglera un truc sur le moment, par exemple, on va régler les couteaux. Demain, s'ils prennent d'autres armes, ce sera tout aussi dangereux. Donc, puis même ceux qui ne font pas d'armes, maintenant, il y en a plein qui font des sports de combat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va leur interdire les sports de combat. Donc voilà, au fur et à mesure, pour notre sécurité, on va restreindre nos libertés sans s'attaquer au mal du problème. Et c'est là, on a tout eu un florilège de personnes qui étaient là en diversion,
plutôt que de s'attaquer au fond du problème avec des mesures, je pense, qui ne vont pas être très efficaces. Derrière, en plus, sur le long terme, ça va peut-être marcher quelques mois tant qu'il y a les caméras qui seront sur le sujet, mais dès que les caméras auront tourné, ça recommencera, puis il y aura un nouvel événement fait divers. Je rappelle qu'à côté de ça, la justice enterre 10% des plaintes sans investigation dans le 77. Donc, autant dire qu'il y a un parallèle assez intéressant. Ouais, Régis, pardon. Dans tout ce que vous avez montré, à chaque fois, c'était en fait l'expression de l'impuissance, y compris Retailleau. Parce que Retailleau, alors il dit présumé coupable parce qu'il a reconnu. Faut ajouter parce qu'il a reconnu. Oui, c'est ok, d'accord. Tu dis ça, il fait le malin. Mais moi, je rapproche ça de la couverture de Valeurs Actuelles. Et si c'était lui, on est en train de nous fourguer ce politicien de bas niveau. Président, comme le futur président. Et si c'était lui, comme on avait fait avec Emmanuel Macron à l'époque, c'était comment? Je crois que c'était le Nouvel Obs, les premiers. Et donc, non, c'est le sentiment d'impuissance. La maire du 14e, il faut des bons équipements sportifs. Le représentant de la mairie de Paris qui vient expliquer, faut que les enfants comprennent que quand ils sortent de chez eux, il faut pas qu'ils aillent dans la cuisine prendre un couteau. Non mais attends, tu parles de pédagogie, non mais c'est affreux. C'est affreux parce que c'est finalement l'impuissance qui s'exprime. L'impuissance qui s'exprime. Alors Retailleau dit une chose juste quand même. Il dit une chose juste. Même s'il ne va pas parler, il a dit immigration, délinquance, etc. Toutes les statistiques montrent bien que les immigrés derniers arrivés sont les plus pauvres et que par conséquent, le caractère pathogène et criminogène de la pauvreté et de la misère est une chose bien connue. Mais il dit il faut des réponses rapides. Ça repose la question des moyens, et évidemment. Alors, l'excuse de minorité, je ne sais pas, mais moi, je me rappelle, quand j'ai commencé le métier d'avocat, les affaires venaient beaucoup plus vite devant les tribunaux. Il y avait plus de moyens, elles venaient beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'entre la faute commise, la perception de cette faute par la société et la sanction, c'était beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, c'est interminable. Et donc, quand vous avez 40% des peines de prison qui ne sont pas exécutées, j'attendais qu'Alexandre nous parle du bracelet de Nicolas Sarkozy, il ne l'a pas fait. Je te laisse l'honneur, je te dis, police, justice politique, on est dedans. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a ce problème-là aussi. C'est vrai qu'il y a ce problème-là, mais il faut qu'il y ait une réponse ferme, rapide à cette délinquance. Alors, j'entends le gars de la mairie de Paris qui dit oui, vous comprenez, ces bagarres au couteau, ça part de motifs futiles, vol de portable. Mais c'est pas un motif futile. Oui, puis surtout, ça finit par un meurtre. Donc, Oui, puis le smartphone, c'est quoi? C'est un outil que tout le monde a aujourd'hui. J'en ai un, bien évidemment, dont on se sert. Alors, on peut déplorer cette évolution technologique, je veux bien, mais il n'empêche quand même qu'une agression, quand on vous agresse physiquement, pour vous voler cet outil qui est cher et qui vous est indispensable, c'est d'une formidable violence. C'est pas un motif futile. C'est pas un motif futile. Aller passer 2 ou 3 ans sur le plateau du Larzac dans un établissement pénitentiaire construit à cet effet à travailler pour essayer de construire votre insertion, ça me paraîtrait devoir être le tarif. Aujourd'hui, cette délinquance brutale, violence perçue par les victimes comme telle, elle n'est pas sanctionnée, c'est pas vrai. Une petite question pour finir et conclure, comme ça, à la volée. Beaucoup d'ailleurs dans le chat m'en parlent. Candace Owens, une journaliste américaine, a promis de grandes révélations sur le couple Macron ce soir. Est-ce que vous en attendez quelque chose, Régis et Alexandre? Régis, peut-être. Alors, elle m'a cité en premier. Non, pas grand-chose. Non, pas. Pourquoi je vais vous dire? C'est une affaire. Alors, j'ai essayé de m'y intéresser parce qu'il y a un côté assez bizarre, un peu rigolo, il faut dire les choses comme elles sont. Sur les réseaux, il y a des gens qui font de l'humour
J'ai vu une amuseuse sur les réseaux justement, mais drôle, méchante et drôle. J'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris qui était le père de qui, comment, machin, etc. Oui. Alors on nous dit que c'est un homme, et j'ai pas voulu aller plus loin, essayer de m'intéresser à ça. On verra bien. Mais je pense que ça va être des informations qui amènent à penser que ça va pas départager ceux qui pensent que effectivement Une Brigitte question de Macron genre, est un ouais. homme, Ouais. et ceux qui pensent que sûrement pas et que c'est une opération. Simplement, je pense que c'est le produit d'une illégitimité politique totale. Totale, c'est-à-dire l'arrivée de ce personnage, cette histoire bizarre, 14 ans, Hum. avec sa prof de français, ce mariage qui dure, parce que ça pose les questions de la sexualité d'Emmanuel Macron, dont je me moque sur le principe, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar avec, parce qu'il y a une chose quand même qui m'a surpris dans cette affaire Macron, enfin Trogneux, c'est qu'il aurait été très facile de D'arrêter, désamorcer oui, tout, oui. hein, et ça n'a pas été fait. J'ai pas bien compris j'étais intervenu là-dessus, je crois chez vous. Oui. Et concernant la condamnation pour diffamation, Oui. alors naturellement, ça a été présenté. Ah oui, elles ont dit que, et donc elles ont été condamnées pour diffamation. Ces deux personnes n'ont pas du tout été condamnées pour avoir prétendu que Brigitte Macron était un homme, mais pour avoir accusé Brigitte Macron d'avoir falsifié un document d'état civil. Tout est bizarre dans cette affaire, Hum. et je vous cache pas que moi, pour ce qui me concerne, je me tiens soigneusement à distance. Oui. Et vous avez peut-être raison d'ailleurs. Alexandre Langlois, pour finir. Ce qui est rigolo dans cette affaire, c'est que le gouvernement nous ment régulièrement, raconte des mensonges dans tous les sens, et là, c'est l'arroseur arrosé. C'est-à-dire qu'ils ont mis tellement de rumeurs, de calomnies dans tous les sens, de mensonges, que quand ils s'en prennent un dans la tête, ils savent plus comment s'en dépatouiller. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que effectivement, un mensonge qui est bien monté peut faire beaucoup de mal. Ouais. La Macronie, c'est sa marque de fabrique. Donc, qu'ils se le reprennent en retour de bâton, qu'ils savent pas comment s'en sortir, et que comme ils sont tellement orgueilleux que les moyens simples de s'en sortir, ils ne veulent pas les utiliser en disant on est au-dessus de la populace, on ne va pas se rabaisser à leur niveau. Et ben, du coup, il y a ce côté double rigolo, c'est que d'un côté, ils se font arroser par leur propre méthode, et deuxièmement, ils sont prisonniers de leur propre arrogance. Donc ce soir, je pense qu'on ne reprendra pas plus de choses, mais que le spectacle va continuer, que pour une fois, c'est rigolo que ce soit la Macronie qui est prise à son propre piège. Oui, finalement, vous voyez, c'est quelque chose qui revient régulièrement d'ailleurs dans les différentes analyses que je peux avoir moi autour de moi. Il y a quelque chose une bulle de décompression avec cette affaire. C'est intéressant aussi, comme s'ils avaient tellement pressurisé le peuple que finalement, c'est aussi une bulle de décompression. Bon, en tout cas, on verra et on suivra tout ça évidemment. Et puis s'il y a des choses intéressantes, on les relèvera évidemment. Vous pouvez compter sur nous, sur Doxa. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Alexandre Langlois. Merci Régis de Castelnau. Merci à vous tous, chers amis.